Mesdames, Messieurs, bonsoir et très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans le débat sur Canal 3 Télévision. Le 5 novembre prochain, c'est la date de l'élection présidentielle aux États-Unis. Une élection qui est scrutée par le reste du monde entier. Les candidats sont dans les derniers jours de campagne. Kamala Harris et Donald Trump multiplient déplacements et meetings de campagne. L'enjeu est de taille, convaincre les indécis et les abstentionnistes qui pourraient faire basculer une élection qui s'annonce très serrée. Avec nos invités, nous allons évoquer plusieurs aspects de cette élection dans ce pays considéré comme le temple de la démocratie. J'aurai le regard de mes invités sur le déroulement de la campagne, ce qu'ils pensent des discours, du programme de chaque candidat et bien d'autres questions. Et comme invité ce soir, je suis avec Monsieur Joël Ataï-Gedegbe. Vous êtes expert en gouvernance. Bonjour. Acteur de la société civile. Bonjour et merci d'être avec nous. À côté de vous, Hamzat Abdoulaye, vous êtes consultant politique, géopolitique et spécialiste des relations internationales. Bonsoir et merci d'être avec nous. Et puis en face de vous, Monsieur Morgan Assogbar, consultant en géopolitique, assistant, enseignant à l'ENA, c'est bien ça. Merci aussi d'être avec nous. Alors déjà, la campagne, elle a commencé du côté des États-Unis. J'ai envie de commencer avec Morgan Assogbar. Nous sommes à quelques jours de cette élection. La date, c'est le 5 novembre. Quelle appréciation faites-vous du déroulé de cette campagne électorale? La campagne s'est déroulée naturellement comme elle devrait se faire du point de vue partisan. On a eu les démocrates qui ont fait ce qu'ils ont à faire, les républicains, mais de façon assez unique, on a vu des changements de dernière minute par rapport à la candidature d'un des acteurs. Il s'agit du président Biden, qui, jusqu'il y a à peine 90 jours, restait encore dans la course au présidentiel. Mais face à une situation assez visible pour tout le monde, situation qui était pressenti depuis quand même quelque temps déjà, mais que le camp démocrate ne voulait pas voir, si on peut le dire ainsi, parce qu'ils ont tous reconnu au dernier moment qu'il fallait qu'il cède sa place dans la compétition. Donc, à part cet élément assez pertinent et unique en son genre, parce que c'est d'une certaine façon inédit pour ce qui est de campagne aux États-Unis, c'est la première fois qu'on constate un candidat qui est obligé de se faire remplacer dans la course par un autre candidat. À part cet aspect, il y a aussi l'aspect assez atypique de la campagne républicaine, où on a un Donald Trump qui, au lendemain des élections qui ont connu pour vainqueur Joe Biden, n'était plus du tout considéré comme quelqu'un qui pourrait encore représenter les républicains à une élection présidentielle. Mais on s'est rendu compte que d'événement en événement, sur le plan de la justice, sur le plan même social, d'événements assez critiques qui pourraient le mettre dans une situation compliquée et même faire en sorte qu'il ne soit plus capable d'être candidat, il s'est retrouvé à se relever chaque fois plus fort. Et aujourd'hui, il est en train d'aller au bout d'un retour, d'une campagne qu'il a fait sur un an, pas sur quelques mois, mais pratiquement sur 4 ans. Parce que depuis ces élections qui ont été remportées par Biden, il a insisté sur le fait qu'il n'avait pas d'abord perdu les élections et qu'ensuite, que c'était pas son dernier mot et qu'il allait revenir à la charge. Et nous y voilà aujourd'hui, à quelques jours des élections. Donald Trump en très bonne position par rapport aussi bien aux campagnes qu'à la situation géopolitique et géostratégique des États-Unis, et une Kamala Harris en situation assez, sur le plan objectif, difficile. Pourquoi? Parce que déjà, elle n'était pas au starting block de la compétition. Dès le départ. Dès le départ. Et ensuite, elle hérite quand même d'un bilan difficile à défendre sur plusieurs aspects de la question, même s'il y a de la matière quand même qui pourrait être dans son avantage. On y reviendra dans un instant. Joël Ataï-Gedegbe, l'ambiance de cette campagne, c'est quand même un peu vicié, avec des discours assez forts, des mots assez violents aussi. En tout cas, on a été presque dans tous les registres, de la violence, du tragicomique et que sais-je encore, chacun n'hésitant pas
à mousser le bain, parce que je n'ose pas penser à une déflagration générale. On a été bien servi, plus que servi par le candidat Trump, qui est un personnage à lui tout seul, emblématique, charismatique et odieux. Mais bon, on ne le refait pas. Je crois qu'il est unique en son genre. Et donc, il est difficile pour un autre candidat d'exister en face de lui. Et M. Biden, non seulement par ses difficultés physiques, le poids de l'âge n'est qu'un argument relatif, parce qu'il est à peu près de la même génération que M. Trump. L'écart d'âge n'est pas très important entre les deux. Mais on voit bien que la stature du combattant, de celui qui met la main à la gadoue, qui n'hésite pas à briser les codes en plus, c'est M. Trump. Et donc, face à cela, Madame... On lui connaît déjà voilà, une réputation plus qu'acquise. Hein, et donc, Morgan Assogba a bien fait de dire que ça fait 4 ans que lui, il est en campagne. Et non sans avoir contesté sa défaite, c'est quelque chose quand même. Et plus les attentats dont il a été victime, ça fait un sacré cocktail. Et pour ne pas dire... qu'il y a de la matière pour dessiner pratiquement le mythe d'un personnage qui est plus que réel. Et Mme Kamala Harris, en face, est presque inexistante. Et en dehors de sa plastique, de son enthousiasme, on se demande si elle a quelque chose dans le ventre. Elle essaye. Et peut-être que c'est en partie son erreur. Et dans la campagne, mais pouvait-elle ne pas aussi essayer de montrer des muscles, hein, et voilà, on a senti quand même une campagne qui a commencé à descendre pratiquement en dessous de la ceinture. Et donc tous les coups sont presque permis. Donc les quelques jours qui nous séparent encore du premier mardi de novembre, je crois que c'est à cette date qu'ils font constitutionnellement leurs élections, et peuvent nous réserver des surprises. Et j'ose croire que les sondages seront démentis et dans une nouvelle tradition américaine où finalement les sondages ne rendent plus tout à fait compte de la réalité des scrutins. Et maintenant, qui sait, est-ce qu'il y aura un événement inattendu? Est-ce que ça va être de la scène internationale que viendra un bouleversement qui obligera notamment Mme Kamala Harris et le président Biden à assumer, à agir en situation, à démontrer leur effectivité, à pouvoir diriger les États-Unis comme première puissance, parce qu'au fond, c'est ce que dénie et fondamentalement à Mme Kamala Harris, l'ancien président et Trump, qui a le mérite, lui, d'avoir exercé. Et l'autre n'est pas à son avantage. Vice-président, déjà, c'est une fonction en silhouette par rapport à un président qui est actif. Les États-Unis et leur tradition le veulent ainsi. Donc, Mme Kamala Harris hérite quand même d'un passif difficile à camoufler. Et donc, au-delà de son enthousiasme et au-delà de son cocktail multiracial et autres, voilà, est-ce qu'elle a finalement quelque chose dans le ventre pour tenir? On va interroger justement ce qu'elle propose aux Américains dans le cadre de cette campagne. Hamzat Abdoulaye, quel est votre regard sur le déroulé de cette campagne électorale? Alors, 2 choses. La première, c'est que nous sommes en face d'une élection clivante. Clivante dans ce sens où on savait que les États-Unis étaient polarisés, en tout cas sur le point de vue politique. L'exemple de 2020 l'a illustré assez bien, où on avait 2 Amériques qui s'affrontaient le lendemain du 5 novembre. Mais la deuxième chose, c'est qu'on note qu'il y a absence de programme et de projet de société. Au début, on pouvait noter que Kamala Harris était beaucoup plus encline à parler de son programme, de son projet, qui d'ailleurs était très limité, puisque Morgan Assogba l'a rappelé tout à l'heure, elle a été plus ou moins téléportée par le parti des démocrates, parce que justement Joe Biden... Vous pensez dans le fond qu'elle ne s'y attendait pas? Elle ne s'y attendait, on ne s'y attendait pas. Parce qu'il y a des hypothèses de stratégie aussi. Hein. S'y attendre était déjà une possibilité de se préparer par rapport à un programme.
politique claire et établie sur la question économique liée surtout à l'inflation, sur la question de l'IVG elle colporte, mais de la mauvaise façon, et aussi sur la question sécuritaire de l'immigration. Mais quand on regarde ces 4 points, on sent qu'il y a un vide qui s'est installé entre la période où on sait que Kamala Harris sera candidate et entre la période où aujourd'hui elle est obligée de défendre une image, une idéologie qu'elle porte d'ailleurs très mal. Et l'autre chose, c'est que Donald Trump, un très bon Donald Trump, n'a pas changé sa ligne de conduite, c'est-à-dire attaquer toujours frontalement. Donc, absence de programme. Il fait complètement... il met de côté ce programme, ce projet qu'attendent les Américains surtout. Peut-être qu'il se dit que si cela lui a marché hier, ça peut En 2016, ça a marché. En 2020, ça a moins marché. Et en 2024, il y a d'autres réalités aujourd'hui qui intéressent les Américains. C'est ça. On doit être certain là-dessus. Mais il faut le reconnaître, Donald Trump travaille très bien sur ce côté qui consiste à attaquer frontalement son adversaire. Il était parti du narratif tout contre Joe Biden, Sleepy Joe. Ensuite, c'est tout contre Kamala Harris, qui est en réalité la queue de comète du bilan de Joe Biden. Et ça se ressent à travers son discours. Et je finis là-dessus en disant... ce à quoi on assiste aujourd'hui pourrait être un peu un bis repetita. Je ne dirais pas c'est du jamais vu, parce que en 2000 on a vécu un clivage quasi similaire entre Al Gore et George W. Bush, et en cela où les swing states, ces états clés, seront vraiment décisifs par rapport aux élections du 5 novembre prochain. Tout va se jouer absolument à travers ces swing states qui laissent la porte ouverte à toute éventualité. Alors nous avons la chance d'avoir en ce moment Confrère qui est en séjour actuellement aux États-Unis. Nous allons essayer de le joindre. Rodrigue Azinombe, bonjour. Est-ce que vous me recevez? Rodrigue Azinombe, bonjour. Alors je rappelle, vous êtes en ce moment en séjour aux États-Unis en pleine campagne électorale. Dites-nous comment les Américains vivent les derniers jours de cette campagne électorale. Écoutez, les derniers jours sont très intenses parce que c'est la dernière ligne droite, c'est l'élection, c'est pour le mardi prochain. Et j'ai entendu tout à l'heure votre invité parler des swing states qui seront pour l'élection de mardi prochain. Eh bien, les deux candidats majeurs, c'est-à-dire le candidat démocrate, la candidate démocrate Kamala Harris et Donald Trump, le candidat républicain, il passe la majeure partie de leur temps dans ces swing states. Il y a la région de Kamala Harris, dans l'État de Pennsylvanie. Et si vous avez écouté le discours qu'elle donnait, c'est d'inciter beaucoup plus de demander à ceux qui participent à son dire à leurs parents, dire à leurs amis, dire à leurs parents, dire à la vérité, d'aller prendre ce qu'il faut pour voter, d'aller prendre leur bulletin de vote, d'aller voter. Mais une intensité relative dans ces étapes qui permettent de rafler les dernières combats. Alors, et quels sont les grands sujets de cette campagne électorale? Vous savez, ça dépend des deux candidats. Le candidat de Trump, qui s'appuie beaucoup plus sur les difficultés que traverse les présidentielles actuellement, c'est la Joe Biden, mais il met aussi l'accent sur l'immigration clandestine. Clair, lorsque je vais reprendre le pouvoir, il faudra envoyer tous ces immigrants qui occupent le pays, qui volent le travail des Américains du soir, donc il est clair là-dessus. Il veut plutôt 50%. Voilà les deux sujets clés sur lesquels il se base pour cette campagne. Alors que l'autre insiste pour que l'armée de la présidence, c'est de retour, disons, de chercher à sortir.
Alors, je vais finir avec une dernière question. Je suppose que vous avez le temps d'apprécier comment les médias africains traitent justement ces sujets durant cette campagne. Qu'en dites-vous? Vous savez, les Africains s'intéressent aussi à cette élection parce que le phénomène Trump est quelque chose de quand même exceptionnel. Quelqu'un qui a perdu les élections, qui n'a pas reconnu sa défaite, qui revient, qui a connu les déboires judiciaires, qui revient, qui porte finalement son marche parce qu'il faut être clair là-dessus. Il a de fortes chances aussi de l'emporter. Pour les Africains, le problème ne se situe pas en fait dans qui va gagner, mais qu'est-ce que nous allons gagner avec que ce soit Trump ou avec parce que c'est le savez, la politique africaine de chaque administration électoralisée, c'est que chaque président depuis quelques choses, c'est des programmes spécifiques de l'Afrique, on va avoir des principes, des programmes mais pour les Africains, ce n'est pas suffisant. Il faut en avoir plus. Il faut rappeler les choses, les Américains sont clairs là-dessus. Le président américain est élu au gouvernement d'Amérique, pas pour régler le problème du monde entier, pas pour régler le problème des Africains et ça, il faut. Alors, ma question tout à l'heure, c'était justement de savoir comment les médias américains couvrent cette campagne électorale. Rodriguez Zonogou, vous êtes là? Je suis là, vous m'entendez? Oui, je vous entends. La dernière question, comment les médias américains couvrent cette campagne électorale? Alors, vous savez, les médias sont très présents sur cette campagne parce que ici, chacun qui position, chaque média proposé, la majeure partie des médias proposés de Kamala Harris, c'est vrai que Fox News, qui est l'une des chaînes majeures sur le plan national, elle est plus toujours avec Trump. Et là, il y a le Washington Post qui n'a pas pris de position et les autres médias lui sont tombés dessus. Parce que le Washington Post a souhaité rester neutre, se prendre le leader par exemple, parce qu'on estime que les médias, on va pas tous, la majeure partie des médias sont au Kamala, qui estiment de Trump, de l'extrémisme supérieur. On a de voir les soit tout ça va se gérer, quelle sera leur vie, parce que l'heure, merci à vous, Rodriguez Zonogou. Je vous laisse poursuivre votre trajet. Je vous vois dans un métro. Très bon séjour à vous du côté des États-Unis. Alors, Morgane Sogba, est-ce que l'absence de programme qu'évoquait Hamzat tout à l'heure justifie l'absence de débat? Déjà, il ne faut pas dire qu'il y a absence de programme. Vous ne partagez pas l'avis d'Hamzat alors? Non, je comprends l'avis d'Hamzat. Je sais qu'en parlant d'absence de programme, on fait surtout référence à l'absence de débat autour des programmes. Ce qui remet en cause le caractère constructif et innovant de ces programmes. Parce qu'on a envie tout de suite de parler de ce qu'on a d'intéressant, de nouveau à proposer aux Américains. Mais on se rend compte aujourd'hui que personne n'en parle. Le Donald Trump qui est là revient avec du Make America Great Again. La même dynamique. Maintenant, quitte à dire que cette dynamique n'a pas forcément marché à son premier mandat et à sa deuxième tentative de gouverner le pays, j'en doute. Pourquoi? Parce que je regarde le premier mandat de Donald Trump, qu'on le veuille ou non, il a satisfait son électorat. Et ensuite, aux élections, il a gagné le vote populaire. Ça a été établi qu'il a gagné le vote populaire. Mais il n'est pas sorti gagnant des élections à cause du système d'élection aux États-Unis. Aujourd'hui, il est quand même, vous entendez, les questions se posent même aux États-Unis sur le caractère ou la valeur démocratique intrinsèque du système d'élection aux États-Unis. La possibilité qui existe pour le vote populaire d'être contraire au verdict des grands électeurs. Parce que vous pouvez gagner le vote populaire, ce qui ne vous garantit en rien de sortir vainqueur au soir des élections des grands électeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, si le Donald Trump, avec son Make America Great Again, est en train de compétir de façon remarquable
avec ce qu'on pourrait appeler programme des démocrates, c'est simplement parce qu'il y a des Américains qui croient en ce programme et qui estiment que ce programme a marché pour eux d'une façon ou d'une autre et qu'ils sont capables de reconduire ce programme. Donc je dis qu'il y a des programmes, mais le débat autour de ces programmes est quasi absent dans les échanges, surtout des candidats principaux. Et on reconnaît Donald Trump dans sa façon de battre campagne, mais ce qu'on ne reconnaît pas, c'est ce que font les démocrates avec Kamala Harris qui se lance dans ces échanges-là qui sont très loin des programmes. Peut-être que si elle s'était concentrée sur son programme ou sur le programme qui existait ou sur les caractères innovants de ce programme, parce qu'à un moment donné, elle a déclaré sur les antennes que sa gestion allait se départir de la gestion de Joe Biden. Mais comment est-ce que c'est possible dans une dynamique partisane? Comment est-ce que Kamala Harris, élue président des États-Unis, va dérouler un programme qui s'éloigne ou qui se détache du programme qu'a exécuté Joe Biden? Est-ce une façon pour elle, de façon indirecte, de reconnaître que le programme qui a été mis en œuvre pendant 4 ans avec elle comme vice-président a des failles? Donc on se pose plusieurs questions aujourd'hui qui sont relatives au programme et qui remettent en cause de façon assez considérable la qualité des programmes et aussi, surtout aujourd'hui, la qualité des hommes politiques américains à innover dans un contexte assez difficile. Pourquoi? Parce que du côté des républicains, on reconduit le même programme. Du côté des démocrates, il semble ne plus y avoir suffisamment d'inspiration pour proposer à la fois un programme nouveau et aussi des acteurs politiques capables de compétir de façon assez considérable. Parce que là, les démocrates ont montré une limite dans la capacité à produire des leaders capables de compétir. Puisqu'on avait Joe Biden au départ, qui était censé compétir, et on le remplace par Kamala Harris. Je pense que la thèse d'une stratégie est facile à écarter. Ou peut-être on pourrait dire que si il y avait une stratégie, alors c'est une stratégie qui n'a pas du tout fonctionné parce que ça n'a pas aidé réellement. On parle d'un Donald Trump qui n'a pas pu remonter ou du moins qui a perdu le débat avec Kamala Harris. Mais je me rends compte que dans le fond, la même base qui suivait Donald Trump est restée fidèle à Donald Trump même après le débat avec Kamala Harris. Ce qui explique le fait qu'ils soient coude à coude dans les sondages. Donc il y a un problème de fond, il y a un problème de forme, mais surtout, il y a une capacité d'adaptation qui semble échapper aux acteurs politiques américains et qui permettent aujourd'hui à certains acteurs de se poser la question de savoir est-ce que la démocratie américaine est en train de souffrir. Moi, je pense qu'elle vit. Elle est juste en train de traverser une phase cette question me permet de partager avec vous l'avis de l'éditorialiste du journal du quotidien Fraternité, Anissé Carlos Oki. La démocratie américaine éprouvée, ce qui nous a donné d'observer depuis le début du processus électoral dans le temple de référence de la démocratie est affligeant. Le monde retient son souffle médusé, ce qui était inconcevable, ce qui paraissait inimaginable advient aux États-Unis. Une campagne électorale pauvre en débat thématique et heurtée des soupçons généralisés de fraude, des urnes ayant recueilli des suffrages anticipés, incendiés, une violence verbale inouïe, des menaces ouvertes de contestation des résultats. La ligne rouge est franchie, les Américains croyaient avoir vaincu les démons électoraux depuis des lustres, alors que ceux-ci sommeillaient juste sous anesthésie. Au surplus, la crainte permanente de l'assassinat d'un candidat à l'élection présidentielle renvoie la démocratie américaine au rang des démocraties tropicales, à croire que c'est de nous qu'ils apprennent désormais à force de se dévouer dans l'observation de nos turpitudes électorales. D'où ma question au regard de cette terrible décadence, à qui nos politiciens frustrés vont-ils adresser leur jérémiade à l'avenir, s'interroge l'éditorialiste Anissé Carlos. Ok, je la tête. Mention spéciale à l'éditorialiste. La peinture est saisissante.
Et maintenant, la réalité n'est pas loin pour autant. Et Morgan avait commencé à la décrire. Elle est corroborée là par elle ne partage pas la vie de Anissé Kalo Soke. Pour lui, la démocratie vit encore. Bon, il pourrait revenir. D'accord. Allez-y. Non, il est clair que on a rompu les amarres avec beaucoup de codes, beaucoup de convenances. Et la personnalité de Donald Trump y est pour beaucoup. C'est lui qui a imposé le style de la campagne. Le rythme, tout. Et peut-être même déterminé son adversaire, puisque faute de pouvoir tenir la distance, Biden a dû passer le relais à Kamala Harris. Et j'écarte plutôt la thèse du complot de la stratégie qui aurait préparé en sous-main Kamala Harris, puisqu'on voit qu'elle se débat comme un diable dans le bénitier. Et on serait réellement rigoureux, strict avec elle, qu'on dirait même qu'elle se contredit. Et entre des positions qu'elle a affichées, soutenues par le passé, est-ce qu'elle est obligée d'ajuster dans le cours de la campagne par rapport au rouleau compresseur de Donald Trump? C'est pas évident d'exister par rapport à ce type de personnage qui n'a cure des bonnes manières, et pour tout dire, et qui annonce même à l'avance qu'il ne se soumettra pas à n'importe quelle condition au résultat. Donc on a de ce point de vue quelqu'un de très clivant, quelqu'un qui remet en cause le système, pour ne pas dire que ce serait le candidat anti-système. Il a été finalement adoubé par les républicains dont il n'était pas rigoureusement. Donc eux-mêmes ont dû se faire une raison pour l'accepter. Donc on se demande même en quoi c'est jusqu'à un certain niveau les valeurs républicaines, la vision républicaine qui sont portées par Donald Trump. Et j'ai du mal à... Mais il arrive à parler par-dessus son parti, le parti républicain et même les autres, les démocrates. Il arrive à parler à l'Amérique profonde. Je crois que c'est sa force. Et Morgan l'a rappelé, le vote populaire lui a été favorable. Et hélas, le système électoral américain ne donne pas immédiatement... ne donne pas automatiquement crédit au vote populaire, puisque c'est les grands électeurs. Et j'imagine qu'il a adapté sa stratégie par rapport à ça. Et avec ce que mon voisin a rappelé à propos des swing states, il n'est pas dupe, et qu'il faut faire aussi avec le système. Donc il compose avec ce qui l'arrange, et puis il impose, lui, ce qui finalement va surprendre tout le monde et dérouter les uns les autres. Tout ce qu'il n'a pas prévu à la limite, mais qu'il a l'air de souhaiter de manière manichéenne, c'est les attentats qui en rajoutent à son mythe. Et ça construit un personnage hors norme. Cela aurait pu être fatal. Oui, ça. Il joue. Voilà, il est toujours sur la lisière. Imaginez une balle qui vous siffle entre le long de l'oreille et le micro. Enfin, il faut le faire. Donc, une certaine baraka. Ça a de quoi construire une mythologie, en tout cas, à vous rendre désirable, peut-être par le petit peuple, et qui attend d'être vengé de l'establishment qui a trop de convenances. Et j'en viens à la question des programmes, peut-être qu'ils se confondent un peu trop, et qu'on peut substituer, enfin, qui est interchangeable. Et on a vu, ils ne sont pas majoritaires, des gens passés des républicains vers les démocrates et vice-versa. C'est une tendance globale que le pouvoir se gère de plus en plus au centre. Et donc au centre, tout le temps aussi à se confondre sur l'immigration, à ne pas tenter de faire quelque chose. Suivez mon regard en France, où Macron, les républicains, des gens qu'on ne pouvait pas soupçonner d'être d'extrême droite, ont dû quand même faire avec des recettes de l'extrême droite pour cajoler l'électorat. C'est à peu près valable aux États-Unis. Et pire encore, Kamala Harris n'a pas été servie. Là où elle avait une épreuve de quoi démontrer son effectivité, sa capacité de leadership et de conduite des affaires de l'État, elle a hérité d'un dossier pourri, celui de l'immigration, où elle n'a pas pu donner le meilleur d'elle-même, et plus qu'elle traîne comme boulet de son bilan au niveau du système judiciaire, où elle a été pendant longtemps procureur, et boulet parce que même si elle a été un procureur de l'ordre, quelqu'un qui n'a pas rigoureusement rompu avec l'ordre dominant, au contraire, qui a tenu à l'appliquer strictement, à la limite même sans marquer de préférence, pour ne pas dire
sans complaisance vis-à-vis des communautés minoritaires. Aujourd'hui, ça tend à lui revenir comme un boomerang à la face, parce que comment mobiliser maintenant ces communautés qui estiment n'avoir pratiquement rien à gagner avec elles. Donc, dans les deux situations, justice et immigration, où elle pouvait démontrer sa capacité à diriger avec une certaine résolution, une certaine personnalité, une vision, le bilan lui est défavorable. Comment on retourne ça en si peu de temps quand on n'a pas été candidat au départ? En tout cas, là, encore quelques jours. Hein. Oui, les dernières recettes. Et puis, vous voyez, le parti a eu le mérite de faire corps. Les Summers et autres, là, l'aile gauche, a le mérite de n'avoir pas fait d'enchères, fait monter les enchères. Ils auraient pu quand Biden a jeté son dévolu sur elle. Il y a eu en partie un déni de débat à l'intérieur des démocrates. Et c'est peut-être l'absence de cette étape-là qui fait qu'on ne sent pas un programme novateur. On a l'impression voilà, c'est pas le Joe Sleepy forcément, mais d'un qui n'apportera presque rien de nouveau. Donc la nouveauté semble être du côté de celui qu'on connaît. On en reviendra encore dans la deuxième partie de cette émission, surtout pour évoquer les problèmes aujourd'hui, parce que ce n'est pas parce qu'il y a absence de débat, de programme, qu'il n'y a pas de problèmes aux États-Unis. On va y revenir. Oui, Hamzat. Oui, ce que j'allais rajouter, c'est qu'on est déjà dans l'antichambre. Vous pensez aussi que la démocratie américaine est éprouvée? Absolument. La démocratie américaine est plus que jamais éprouvée. 2020 déjà illustrait une sorte de fragilité du système américain. Mais bien sûr, ils s'en sont ressortis assez forts, puisqu'ils avaient des institutions fortes, très fortes, et également des hommes à la tête de ces institutions qui sont intransigeants, des hommes et des femmes qui étaient intransigeants. Et ça a sauvé la démocratie américaine. Il faut rappeler une chose très importante, c'est qu'on compare nos démocraties tropicales à la démocratie américaine, en tout cas depuis 2020, mais ça n'a rien à voir. Parce que pour parler d'une comparaison, il faut déjà aller vers les éléments clés qui fondent cette comparaison. Quels sont les éléments clés? Quand vous regardez l'ossature de la démocratie américaine, c'est une démocratie qui a 2 siècles au minimum. C'est une démocratie qui s'est forgée au fil des années, au fil de ces 2 derniers siècles. Et ça, ce n'est pas du tout rien. Mais quand vous prenez nos démocraties tropicales, Nescafé ou ce que vous voulez, mais vous allez vous rendre compte que nous sommes encore à l'apprentissage de cette démocratie. Je ne dis pas que la démocratie, c'est le système ultime. Au contraire, il y a plusieurs systèmes qui peuvent marcher. Mais cette démocratie qu'on a épousée en Afrique, nous en sommes encore à l'apprentissage. Et ça prendra du temps. Donc, très loin de faire cette comparaison, je trouve que la démocratie américaine est éprouvée à sa façon, eu égard à ses réalités, mais continue de subsister, continue d'exister à travers ces alternatives que proposent justement ces institutions. Et je finis là-dessus en évoquant la finalité. De toute façon, on aura soit le retour de Donald Trump au pouvoir, soit Kamala Harris. Mais dans les 2 cas, il faudrait se concentrer sur les priorités des Américains. Quelles sont ces priorités? C'est très loin de l'affrontement que propose Donald Trump sur un ring de boss à Kamala Harris. C'est très... Mais c'est passionnant. Ça rend le débat très passionnant. Ça rend le débat présidentiel très passionnant, mais très loin de satisfaire le fin fond des Américains, le fin fond de l'Amérique qui réclame que l'inflation s'inverse sans doute sur le plan économique, qui ne réclame que le retour de cette grande Amérique. Donald Trump l'a longtemps prôné, Make America Great Again, de 2020 à 2024, mais dans la réalité, de 2016 à 2020, pardon, mais dans la réalité, c'est très loin de satisfaire la majorité des Américains qui recherchent la sécurité sociale, qui recherchent la sécurité économique et qui recherchent aussi une sécurité sanitaire. Cette question, elle est encore clivante
depuis l'Obamacare, il n'y a pas véritablement une restructuration du système sanitaire américain, du système des assurances au niveau de la santé. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas dans le débat, malheureusement. Et, on va évoquer ces priorités dans la deuxième partie de cette émission. Oui, Morgane, rapidement. Sur la démocratie. Oui, vous aviez raison lorsque vous avez dit que je ne suis pas forcément de l'avis de la conclusion de M. Carlos. Je veux simplement dire qu'il y a une difficulté de conception de ce qu'est la démocratie un peu. On a essayé d'institutionnaliser la chose, mais il faut se rappeler d'une chose, la démocratie est dynamique, tout comme l'être humain. Il s'agit de maintenir ce que veut le peuple. Et quand vous vous rendez compte de ce qui se passe aux États-Unis, mais la démocratie est très vivante. Comment est-ce qu'on explique qu'un président qui a plusieurs affaires en cours devant la justice, dans plusieurs États, arrive à être candidat, à battre campagne et être sur le point peut-être même de devenir encore président? C'est pas possible dans plusieurs démocraties. Ça signifie qu'aux États-Unis, la volonté du peuple reste quelque chose d'assez pertinent, mais quelque chose d'assez pertinent qui semble être mis au banc dans le système même d'élection. Parce que M. Attaï l'a dit tout à l'heure, on gagne le vote populaire, c'est-à-dire ce que veut le peuple, mais les grands électeurs décide de la situation. Donc je pense que là, la démocratie est très vivante aux États-Unis. Ce que le peuple veut passe, mais ce que le peuple veut est encadré. Ce qui remet en cause donc la valeur de cette démocratie-là. Mais sinon, la démocratie est bel et bien vivante. On vous aura compris. On va faire un tour à la régie pour suivre un récit de William Cliquant sur le système politique américain. Aux États-Unis, la vie politique est divisée en deux grands partis. Le Parti républicain conservateur et le Parti démocrate progressiste. Le chef de l'État est désigné lors d'une élection présidentielle au suffrage indirect. Est déclaré vainqueur le candidat qui décroche la majorité d'un collège électoral composé de grands électeurs désignés au niveau de chaque État. Ces grands électeurs sont au nombre de 538, somme correspondant aux 435 élus de la Chambre des représentants, aux 100 sénateurs et aux 3 voix attribuées au district de Columbia, ville de Washington, qui n'est pas représenté au Congrès des États-Unis. La plupart des grands électeurs sont des élus ou responsables politiques locaux. Ils sont choisis par les partis les mois précédant l'élection. Les États qui pèsent le plus sont la Californie, 54 grands électeurs, le Texas, 40, la Floride, 30, l'État de New York, 28, la Pennsylvanie et l'Illinois, 19. Pour être élu président, un candidat doit obtenir la majorité absolue des grands électeurs, soit 270 voix. Dans la quasi-totalité des États, le candidat qui arrive en tête le jour de l'élection remporte l'intégralité des voix des grands électeurs selon le système du winner takes all. Le vainqueur remporte tout. Les Américains votent également tous les 2 ans pour élire les membres de la Chambre des représentants et pour renouveler un tiers des élus du Sénat en même temps que l'élection présidentielle et lors des élections de mi-mandat, les midterms. D'autres élections ont lieu au sein des 50 États américains. Les élections des gouverneurs, des maires, mais aussi des procureurs et des shérifs dans certains États. Le mandat du président dure 4 ans, celui des députés 2, celui des sénateurs 6. Les candidats à l'élection présidentielle sont désignés lors de primaires, au cours desquelles différents prétendants s'affrontent pour représenter leur parti. Ils sont ensuite officiellement désignés lors d'une convention nationale qui valide également le choix d'un candidat à la vice-présidence. L'élection présidentielle de 2024 se déroulera officiellement le 5 novembre 2024, même si le vote a commencé dès le mois de septembre. Le scrutin va opposer la candidate démocrate, la vice-présidente sortante Kamala Harris, au candidat républicain Donald Trump.
L'ancien président, élu en 2016 face à Hillary Clinton et battu en 2020 par Joe Biden, a été officiellement investi candidat à la Maison-Blanche le lundi 15 juillet lors de la Convention nationale républicaine. Donald Trump a choisi comme colistier le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, qui sera donc vice-président en cas de victoire. Au Parti démocrate, le président Joe Biden, élu en 2020 après avoir été vice-président lors des 2 mandats de Barack Obama, de 2008 à 2016, a remporté les primaires sans véritable adversaire. Âgé de 81 ans, Joe Biden finit par renoncer le dimanche 21 juillet, quelques jours après un débat face à Donald Trump. Il se rallie à la candidature de la vice-présidente Kamala Harris, dont la candidature est officialisée le 2 août par les démocrates. Quelques jours plus tard, la candidate révèle le mardi 6 août le choix de son colistier. Il s'agit du gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz. La campagne hors norme a également été marquée par les 2 tentatives d'assassinat ayant visé Donald Trump le samedi 13 juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie et le dimanche 15 septembre alors que le candidat jouait au golf dans son club de Floride. À quelques jours du scrutin, les sondages donnaient toujours au coude à coude Kamala Harris et Donald Trump. Allez, nous allons donc entamer la deuxième partie de cette émission, ce récit de William Clicquant sur le système politique américain. À présent, nous allons parler des priorités de l'heure aux États-Unis. Monsieur Joël Ataïgedegbe, on parle d'immigration, on parle de sécurité sociale, on parle économie, la question d'avortement, la question des armes, beaucoup de sujets qui divisent aujourd'hui les Américains. Et pas qu'aujourd'hui, c'est des questions qui ont toujours divisé pratiquement, mais il y a 2-3 priorités essentielles. Et il y a quand même d'énormes bassins et d'énormes zones qui se sont désindustrialisées et où il faut trouver le moyen de relancer l'emploi, de recréer l'activité économique pour qu'au quotidien, les gens aient ce minimum-là, à défaut donc de sécurité sociale, et comme on l'entend bien, comme on le voit en Europe, aux États-Unis, c'est un non-sens. Et donc, après l'échec, d'abord la tentative d'Obama de proposer cela et l'échec relatif de cette tentative-là, on se demande ce qu'il est possible de faire à l'échelle des États-Unis selon ce qu'eux-mêmes acceptent d'obligation de l'État et de volonté d'être libres, de vivre leur vie, y compris de la manière la plus précaire qui soit. Donc il est difficile d'imaginer qu'une puissance comme les États-Unis n'arrive pas à assurer le minimum vital à ses citoyens en termes de sécurité. Je crois que Hamzat a bien détaillé le kaléidoscope. Et c'est là que Donald Trump, paradoxalement, est rassurant pour les Américains, pour l'Amérique profonde, parce qu'il donne l'impression de ne pas vouloir trop s'aventurer sur la scène internationale, de ne pas vouloir trop prendre position dans les conflits qui pourraient obliger les États-Unis à s'engager. Toute comparaison, toute comparaison étant difficile à faire à l'échelle des 2 guerres mondiales, où d'ailleurs les États-Unis n'y étaient pas au départ, mais ont fini par joindre le mouvement. Donc je crois que l'Amérique, au fond d'elle, ne souhaite pas ce type de dérive, entre guillemets. Et Donald Trump rassure parfaitement les Américains là-dessus. Et fût-ce au prix d'un dîner avec le diable nord-coréen, avec lequel, bizarrement, il semble avoir des accointances. Ils s'entendent bien. Oui, c'est paradoxal. Donc, on va diaboliser, mais on saura en même temps se donner la main par magie. Donc, Donald Trump a l'air de rassurer par rapport à la sécurité militaire des États-Unis, parce que il ne risque pas de s'aventurer un peu trop loin, alors qu'au contraire, les démocrates ont toujours eu tendance à avoir un pied un peu trop long, un peu trop avancé dans les relations internationales. On le voit sur la question du Moyen-Orient aujourd'hui,
où le Joe Sleepy, enfin, malgré tout ce qu'on lui reproche, n'en est pas moins présent. Et on a vu finalement sa sortie de scène qu'il a organisée en allant voir ses partenaires européens. Donald Trump ne le fera pas. Au contraire, il rappelle aux Européens qu'ils devront apprendre et commencer à payer pour leur propre sécurité. Et donc, il parle mieux aux Américains, à l'Américain moyen, que Mme Kamala Harris et le Parti démocrate de ce point de vue. Et ne parlons pas de la question des armes, même si le vice-président Tim Walz, que Mme Harris a choisi, peut rassurer parce qu'il est un tenant de la possession des armes par les Américains. C'est un débat très clivant aux États-Unis. Ça ne suffit pas à contrebalancer ce qu'elle pourrait offrir, enfin ce que l'autre offre en termes de garantie, en termes de respect des traditions américaines. Et ne parlons pas des questions d'avortement, ne parlons pas de l'immigration, où là, sans nuance aucune, Donald Trump sert la soupe que désire le peuple, en guillemets, quoi. Donc le peuple n'a pas toujours raison, mais s'il faut tenir compte du peuple, cela semble mal parti pour Mme Harris, parce que son parti est porteur de valeurs assez innovantes. Il y a une aile, disons, assez structurée idéologiquement, donc qui tient à un ensemble, à un corpus de valeurs. Et on dit rapidement l'aile gauche, en cas, donc l'aile modernisatrice, qui est capable de beaucoup d'innovation, d'aller au-delà de ce qui est convenu. Mais on ne voit pas ça réellement au niveau des conservateurs. Ils ont décidé de confier les clés du camion à Donald Trump, parce que eux aussi, eux de leur côté, ils sont sans vision, ils sont complètement en panne. Et contre mauvaise fortune, ils font bon cœur avec quelqu'un qui semble leur ressembler. Merci. Hamzat, vous évoquiez à l'instant les priorités de l'heure au niveau des États-Unis. Comment voyez-vous les 4 prochaines années, que ce soit entre Trump ou Harris, sur les questions de sécurité sociale, immigration, même l'économie aussi? Avant d'avoir une vision sur ces 4 années, il faudrait mettre l'accent sur une chose très importante. La fracture des États-Unis. Je le disais elle est si profonde aujourd'hui. Elle est vraiment profonde. C'est-à-dire le prochain président des États-Unis va consacrer la moitié de son mandat à réunir les Américains. Même si Trump est élu au lendemain du 5 novembre, mais il sera rattrapé par cette réalité qui n'est autre que la fracture des États-Unis. Et il ne peut évidemment pas gouverner s'il n'arrive pas à réunir. Bien sûr. Est-ce qu'il peut participer un peu à ça? Le pompier pyromane. Voilà, bon. Mais aujourd'hui, la réalité de la gouvernance fera en sorte que s'il revient au lendemain de ce 5 novembre, il sera obligé donc de réunir les Américains pour pouvoir gouverner. Parce que dites-vous, il y aura bientôt les élections à l'Assemblée, que ce soit dans la chambre basse ou dans la chambre haute. Et ça, c'est encore d'autres enjeux qui sont fondamentaux. Pour le futur président. Absolument, qui sont des enjeux fondamentaux pour le futur président et surtout pour son parti politique. Sans cela, gouverner sera quasi impossible. La deuxième chose par rapport à ces 4 années qui arrivent, la priorité reste à désinflationner, je vais dire, les États-Unis en matière économique. On sait que le taux de chômage, c'est vrai, n'a pas grimpé, n'a pas pris des scores inquiétants, mais c'est tout de même une question qui interroge les Américains, qui interroge des spécialistes, puisque l'Amérique profonde a besoin d'être regardée autrement. Le jeune Américain a besoin d'avoir moins de dettes et a besoin de plus d'opportunités sur le marché de l'emploi. On parle de la réindustrialisation de certains États, de certaines contrées, comme Détroit par exemple, qui pendant des années a été quasi déserté, les industries ont fermé leurs portes, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus d'opportunités, il n'y a absolument plus rien. Et c'est paradoxal, avec l'image qu'on nous vend des États-Unis, un État développé, avec beaucoup d'industries, très puissant, mais c'est un contraste inquiétant, parce qu'il y a des États, il y a des endroits comme Détroit qui sont complètement dépeuplés, où règne en maître la famine, la misère sociale, et j'en passe, où le coût même du niveau de vie a littéralement explosé. Et ces questions sont les questions auxquelles les Américains veulent surtout
veulent surtout qu'on leur fasse des propositions claires et précises. Et malheureusement, je ne vois pas une feuille de route qui épouse cette logique de pouvoir améliorer le quotidien de ces Américains durant 4 ans. L'autre sujet qui va également être le centre des enjeux, c'est la question de la sécurité sociale et sanitaire. C'est une question épineuse en réalité. Elle a été épineuse pour le Parti démocrate, avec Obama surtout, mais elle l'est encore plus pour Kamala Harris, parce qu'il va falloir trouver le véritable moyen pour convaincre les Américains par rapport à ce qu'elle propose. Et qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose mieux qu'un Obamacare. Et bien entendu, ça nécessite énormément de moyens, ça nécessite énormément de ressources. Et on peut comprendre que Donald Trump puisse combattre avec beaucoup de hargne cette ligne du programme de Kamala Harris. La dernière chose, c'est bien entendu la question de l'immigration. L'immigration est devenue un boulet pour tout président, pour tout parti qui gouverne. En ce sens où, si vous n'arrivez pas à ne fût-ce que faire semblant en réglant la question de l'immigration, puisque Trump a fait semblant en construisant son mur de 9 mètres de hauteur, mais qui, par endroits, était, on va le dire, inachevé. Donc, la question de l'immigration est une question centrale. Il va falloir regarder cette question avec beaucoup plus d'objectivité. Et je trouve très mal parti Kamala Harris sur ce point, puisque M. Attaï l'a rappelé tout à l'heure, elle a hérité de cette question qui, en réalité, n'était qu'une épine sur son dos. Et ça joue aujourd'hui contre sa campagne, qu'exploite à bon escient ou à mauvais escient Donald Trump. En ce sens où il attaque donc régulièrement migratoire qui ne serait pour lui que l'ouverture des portes et des volets occasionnée par Joe Biden. La question migratoire, pour moi, a aussi un autre sens. C'est-à-dire, les États-Unis ont toujours été cette terre migratoire. Pour moi, ce n'est pas que les États-Unis d'Amérique, c'est les États-Unis de la migration, en réalité. Mais aujourd'hui, eu égard à ce populisme qui découle peut-être de cette mauvaise fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce populisme mal géré a aujourd'hui des répercussions terribles sur les campagnes politiques. Et même au fin fond des États-Unis, on ne veut plus de l'autre, on ne tolère plus l'autre, on ne tolère plus le portoricain, le latino ou le noir, qui sont pourtant aussi des Américains. Donc, il va falloir véritablement remettre cette question sur la table en allant peut-être trouver d'autres ressources, à savoir les ressources éducatives, les ressources sociales, pour mieux conjuguer cette question. Parce qu'il ne s'agit pas de rompre définitivement avec la migration, mais plutôt de rééduquer les gens par rapport à cette migration. Il y a des migrations qui profitent aux Américains. Et aujourd'hui, qui profitent. Les chiffres sont clairs par rapport à ça. Mais malheureusement, le populisme de Trump est en train de politiser le débat de la migration aux grandes dames, je vais dire, des Américains et peut-être du Parti démocrate. Morgana Sogba, vos priorités? Non, je pense que les priorités ont déjà été abordées par les deux intervenants qui m'ont précédé. Il faut simplement renforcer le fait que l'économie, l'immigration et la politique étrangère sont au cœur et vont déterminer le choix des Américains. Sur le plan de la politique étrangère, il y a bel et bien cette notion de limiter l'implication des États-Unis, surtout en matière de financement à la fois des situations conflictuelles et même des coopérations. Et c'est là où ce que gagnent les autres pays vient encore à être entre griffes en danger. Parce qu'on sait que le président Donald Trump, lorsqu'il a pris les rênes du pays, il était dans une optique de réduire tout ce que les États-Unis peuvent dépenser à l'extérieur et de reconduire ces dépenses à l'intérieur. Et ça, plusieurs Américains étaient dans une certaine dynamique d'accord avec le fait qu'il fallait beaucoup plus investir maintenant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce que quand vous regardez la balance, les États-Unis
dépensent beaucoup dans les coopérations, dépensent beaucoup dans leur présence à l'extérieur. Et aujourd'hui, certains Américains viennent à se demander qu'est-ce que ça nous apporte vraiment. C'est vrai que c'est de l'investissement qui rapporte énormément sur le long terme. Mais la réalité, et ça c'est lié aussi à l'immigration et à la question de sécurité, la réalité est qu'à l'interne, les difficultés économiques se font ressentir. Et donc, l'Américain se demande, mais pourquoi dépenser à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, on a des problèmes où on a aussi besoin d'argent. Et la question de l'immigration, c'est une question qui est à la fois économique et sécuritaire dans le sens où quand vous êtes immigré, vous venez aux États-Unis ou un pays où on respecte les droits de l'homme et tout ce qui va avec, il faut qu'on prenne soin de vous. Et il faut qu'il y ait un budget conséquent pour vous accompagner dans le processus même d'acquisition de vos papiers et dans le maintien de votre vie, les conditions de vie appropriées aux États-Unis jusqu'à ce que vous soyez régularisé. Et c'est cette manne financière qui est dépensée aussi qui pose problème à un certain nombre d'Américains qui estiment que, bon, si il y a moins de migration ou d'immigration non régulière, probablement, si on limite l'arrivée des autres, ceux qui sont même venus par ce processus d'immigration sont d'accord avec la politique qui voudrait qu'on limite, qui voudrait qu'on limite l'arrivée des autres pour pouvoir financièrement quand même créer les conditions. Je pense qu'aujourd'hui, tout est économique, tout est sécuritaire et sur tous ces plans-là, économiques, sécuritaires et politique étrangère, il y a le fait que un certain nombre d'Américains sont fatigués de ce que les démocrates ont développé jusque-là. Et je pense que c'est ce qui est en train de jouer contre peut-être les démocrates dans leur dynamique. Donc voilà les priorités. Alors, on va voir un peu ce que propose chaque candidat rapidement. Je suis tombé sur quelques détails de leur programme. On commence par la candidate Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle américaine. Elle promet d'aider les classes moyennes face à la crise et l'inflation. Monsieur Hamzat évoquait ça il y a un instant, de restaurer le droit à l'avortement et de défendre toutes les minorités. Face à la crise économique américaine sur le plan économique, elle propose notamment 3 mesures fortes: un crédit d'impôt à la naissance, une aide pour les primo-accédants à un logement ou encore à un coup de pouce à la création d'entreprises. Elle promet aussi une réduction de l'inflation à 3% et un contrôle donc des prix pour les produits de première nécessité et les médicaments. Elle envisage de faciliter l'accès aux ménages les moins riches, mais les foyers très aisés la donne, bien entendu. Kamala Harris prévoit de tasser à 28% les plus-values des ménages gagnants. Et puis, on verra du côté de Donald Trump. Je pense qu'il y a aussi d'autres sujets qu'elle a évoqués dans son programme. Avortement, immigration aussi, elle en a parlé. Alors, Donald Trump, par contre, sur l'immigration, expulsion massive de migrants, je pense qu'il va reprendre, enfin, s'il remportait l'élection, il va reprendre du service pour ce qui est de sa clôture. Inachevé, sans doute. Oui, en réalité, le narratif de Donald Trump n'a pas changé. Et d'ailleurs, il insiste là-dessus. Dès qu'il arrive le 5 novembre, sa première mesure, son premier programme sera contre l'immigration. C'est ça. Il emploie des mots forts. Il a dit qu'il va lancer la plus grande opération d'expulsion de migrants dès le premier jour de son mandat. C'est du déjà vu en réalité. En réalité, dans le fond de ces questions, qu'est-ce que ça apporte aux États-Unis? Expulser une personne qui n'est pas en situation régulière, ça coûte énormément d'argent. Et ça, c'est l'autre côté que les politiques ne soulignent pas assez. Ce sujet sur l'immigration, on doit se le dire, c'est un sujet qui est politisé. Ce n'est même pas un sujet politique. C'est un sujet qui est politisé et c'est un sujet qui a beaucoup d'adhérents, puisqu'aujourd'hui, j'évoquais le populisme. Ce populisme veut qu'il y ait un retour aux sources, Make America Great Again, ce genre de narratif, en réalité, c'est superflu. Quand je prends Joseph Pulitzer, il y a un prix Joseph Pulitzer qui récompense la littérature dans le monde. Joseph Pulitzer est arrivé aux États-Unis, à New York, à la nage. Dites-vous très bien donc que les États-Unis, en réalité,
c'est une terre de chance, une terre d'opportunité. Et d'opportunité. On parle du rêve américain. Exactement. Mais ça n'a pas changé pour autant. Si vous arrivez aux États-Unis avec du potentiel, avec quelque chose à vendre, la porte, vous êtes toujours ouverte. Mais se concentrer sur le narratif de l'immigré comme étant le problème de tous les Américains, je trouve que c'est quand même exagéré. La deuxième chose, et je finis là-dessus par rapport au projet de Kamala Harris. Kamala Harris, avant tout, c'est une femme. Ça, on ne le dit pas suffisamment dans le débat. C'est une femme, en plus d'être femme, elle est noire, et en plus d'être noire, elle est jeune. Donc, c'est 3 facteurs qui devaient jouer en sa faveur. Mais malheureusement, elle les exploite très mal. Quand je prends son programme qui, en réalité, n'est pas bien étoffé, qui n'est pas bien réfléchi, alors je ne vais pas me vendre comme un consultant dans ce sens du tout, mais en étant réel, en étant plutôt dans l'objectivité, je pense que Kamala avait été parti sur un très bon pied. Autant d'atouts et mal les exploiter et se concentrer aujourd'hui que sur un débat de la personne ou un débat anti-Trump, absolument tout. Mais anti-Trump, je trouve que c'est s'égarer sur l'échiquier politique et je trouve que c'est tout de même perdre pas mal d'avancer par rapport à ce débat politique qui converge malheureusement vers Donald Trump. Oui, c'est un avis divergent. Hein. Il faut dire que la question de l'immigration, ce n'est pas comme vous êtes en train de la dépeindre. On parle ici de l'immigration irrégulière. Donald Trump n'est pas contre l'immigration. Vous êtes sûr qu'il saura faire la part des choses? Et il est obligé de faire la part des choses parce que les États-Unis, c'est une institution et il y a des règles. Et si vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain aux États-Unis parce que vous êtes président des États-Unis et prendre une décision qui est contraire au respect des tests. Toute tentative est vaine. Et on a vu cela se dérouler. C'est pas parce que Donald Trump a une philosophie compliquée qu'il est venu avec cette philosophie, mais il a été cadré par les tests américains et il a fallu suivre. Donc je suis persuadé d'une chose, on ne demandera pas aux migrants réguliers de quitter les États-Unis. Ce n'est pas cela dont il est question. Et l'autre chose par rapport à cette question de la migration, c'est que les murs qui ont été construits, même les statistiques montrent que la politique de Donald Trump, d'une certaine façon, a payé. Parce que le flux de la migration irrégulière a été réduite et de l'autre côté, on a montré que le fait qu'on n'ait pas forcément continué dans cette logique, parce qu'il faut rappeler que les démocrates, à un moment donné, ont poursuivi la construction de ce mur et les politiques d'austérité vis-à-vis de cette migration irrégulière. Mais on a estimé que le fait de n'avoir pas mis l'accent sur cela a fait que le flux a augmenté et pose beaucoup de problèmes. Même les démocrates l'admettent qu'aujourd'hui, aux États-Unis, cette migration irrégulière est un problème parce qu'il faut gérer cette immigration régulière et ça demande de l'investissement. Et je me dis aujourd'hui, il s'agira ici de savoir, et c'est là où ça fait mal qu'il n'y ait pas de débat de fond. Est-ce que ce qu'offrent les républicains par rapport à la gestion de la migration irrégulière est plus rentable du point de vue financier que ce que les démocrates ont mis en œuvre jusqu'aujourd'hui? Et si c'est pas plus rentable, le choix est vite fait. Mais on n'a pas eu de débat autour de ces questions. On n'a pas les chiffres pour pouvoir apprécier cela. Et je vais être sur le second point que vous avez abordé. Si j'ai une bonne mémoire par rapport à cela, je pense que à part l'immigration, vous avez parlé de la question. Si vous pouvez de l'inflation. L'inflation aujourd'hui, c'est une problématique fondamentale. Et on ne peut pas faire sans. Et ça touche plusieurs pays. Ça touche plusieurs pays. Et il n'y a pas de recette magique. Et la question qu'on peut se poser en regardant ce qu'offre le camp démocrate, c'est mais qu'est-ce qu'ils en ont fait pendant les 4 ans qui sont passés? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation de l'économie, les chiffres qui sont donnés montrent qu'il y a quand même quelque chose de constructif qui a été fait. Ça, c'est ce que les chiffres donnent. Mais dans la vie, dans le panier de la ménagère aux États-Unis, les Américains se rendent compte que tout coûte plus cher. Et donc, pour eux, celui qui est responsable naturellement, c'est l'administration Biden. Et c'est ça la problématique. Comment faire en sorte que
tout ne coûte pas plus cher. Ils essayent de comparer leur train de vie aujourd'hui à leur train de vie sous la gestion de Donald Trump et la plupart tirent la conclusion, qui peut être erronée de façon objective, mais ils tirent la conclusion que les conditions économiques étaient meilleures. Donc je pense c'est exactement ce que nous sommes en train de décrier, l'absence de discussion autour des questions fondamentales pour pouvoir permettre aux Américains de comprendre ce qu'offre chacun et comment est-ce que chacun entend rendre cela efficace. Nous avons aussi, rapidement, le temps passe, il y a M. Lategue. Il y a quelques heures, Donald Trump avait fait un meeting géant à New York, cet État qui est traditionnellement démocrate. Et avant son allocution, il y a un humoriste qui était passé, qui a fait une blague désastreuse par rapport à la question migratoire et raciale. Les Portoricains, traditionnellement, sont des Américains. Absolument. Mais on ne peut pas comprendre que dans un meeting politicien, dans un meeting à la veille d'une élection présidentielle de cette envergure, on puisse avoir de tels propos. Absolument. Et moi, je maintiens ma position par rapport à Donald Trump. Il n'a pas de programme. il est un peu comme sur un radeau qui traverse une tempête et il fait absolument tout pour se débattre pour gagner ces élections sans programme, sans feuille de route et sans projection sur l'avenir, parce qu'il est question de ça en réalité. Il est question de Élisez-moi, on verra. Exactement. Élisez-moi, tout sauf Joe Biden, tout sauf Kamala Harris. Alors, environnement, il propose le pétrole, encore le pétrole. Alors que les enjeux... Il sortir de tous les engagements. Absolument. On se rappelle, il a claqué la porte à l'accord de Paris sur le climat durant son premier mandat. Exactement. Cette fois-ci, il dit je mettrai rapidement fin à la grande arnaque verte, a promis donc Donald Trump, en référence aux centaines de milliards de dollars engagés par l'administration Biden pour le climat. On va fourrer du pétrole comme des malades. C'est là la véritable crainte à avoir. C'est-à-dire, vous avez... C'est ça. On va laisser monsieur Akayi. Donc, du pétrole, encore du pétrole et toujours du pétrole. Et bon, écoutez, oui, il va se délier de tout ce qui va l'entraver. Et donc, la réindustrialisation, si ça doit créer du réchauffement, on en a cure. Mais au moins, il va satisfaire les Américains dans leur besoin de recréer des bassins d'emploi chez eux. Et puis, on n'a pas parlé, vous avez parlé des États clivants, mais il y a une nouvelle donne. Et disons, c'est ceux qui ne demandent qu'à croire désormais. Et il y a une tendance de fondamentalistes qui ne veulent rien savoir. Ils sont prêts à encaisser, à avaler le narratif qui switch avec leur état d'âme profond, peu importe la réalité. Et ça aussi, M. Trump sait habilement s'en servir. Ne le peignons pas tout à fait en noir. Il a quand même eu de bons résultats économiques lors de son mandat. Et ça également, c'est une promesse concrète de sa capacité à satisfaire les Américains. C'est sur la scène internationale que on va finir par là. Nous ne sommes pas des électeurs américains. On va finir par là. Il promet de régler la crise entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures. Il a cette façon de dire les choses. Oui, le soutien de Poutine ou l'ex-Poutine. En 24 heures, il règle ça. Et quelqu'un a déjà dit une fois que croire un politicien, c'est quand même faire un pari osé. Je pense que c'est des propos d'un potentiel président qui veut satisfaire un électorat. On peut être clair là-dessus. Mais est-ce qu'il a la capacité de mettre fin à cette guerre en 24 heures? Telle est la question. C'est vrai, mettre fin à une guerre, c'est fermer en quelque sorte le robinet financier. Aujourd'hui, le robinet financier de cette guerre, en tout cas du côté ukrainien, c'est les États-Unis. Si les États-Unis ferment ce robinet, ça pourrait mettre fin à une bonne partie de la guerre, mais ça ne mettra pas du coup fin à la guerre. Mettre fin à une guerre, c'est s'asseoir autour d'une table, c'est discuter par rapport à l'avenir. Faire des compromis. Et faire des compromis surtout. Donc, ce narratif pour moi n'est pas clair et précis. C'est juste de l'eau dans le moulin. Oui, Morgan. Et je finis rapidement. C'est que l'avenir des États-Unis sur la scène internationale
sera... Il y a beaucoup de crises, Russie, Ukraine, Israël, Palestine, Liban. Parlons de l'Afrique au moins. On va finir. Il y a une bonne question. Allez-y. La question des multiples crises qu'il y a dans le monde sera encore plus centralisée à l'avènement du nouveau président, dans la mesure où ce gendarme autoproclamé, qu'on n'avait jamais désigné d'ailleurs, se retrouve à jouer son rôle, mais ne veut plus jouer ce rôle. Et c'est là où nous on s'inquiète. En tant qu'Africains, qu'est-ce que proposera le futur président des États-Unis sur la scène de ces multiples crises militaires? Et dans le fond, ces crises-là, les Américains sont parfois impliqués indirectement, très souvent. Donc il va falloir régler ces questions de façon définitive. Dire « Make America Great Again », quel sera donc le ressort de ces autres États qui ont, je vais dire, subi de plein fouet ce Make America Great dans le sens sécuritaire ou dans le sens de ces multiples guerres sans fin. Morgana Sogbar, sur la crise Russie, Ukraine, Israël, Palestine, Liban, la production des candidats. Oui, ça a été assez clair. Et je pense que Donald Trump, pour ce qui est d'Israël et du Moyen-Orient, il va maintenir l'intérêt des États-Unis. Mais pour ce qui est du reste, il peut réduire. Couper le robinet, ça met fin à la crise entre l'Ukraine. Et vous savez, l'Ukraine aussi a déjà commencé par comprendre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se discute de l'autre côté, la guerre est déjà à bout. Ce qui se discute de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on va faire pour s'asseoir autour de la table et avoir quelque chose à mettre sur la table pour sortir avec un deal compréhensible. Moi, je dirais simplement que si Donald Trump d'aventure devenait président, ce serait un message assez fort pour les autres États qui est de trouver un autre moyen pour vous gérer, parce que le financement américain sera concentré d'abord sur ce dont on a besoin au niveau des États-Unis. Mais si c'est l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Et je pense que là, on va ressentir l'Amérique d'abord sérieusement. Et si c'est Kamala Harris, il y aura une continuité. Il y aura une certaine tendance à continuer parce que les démocrates ont quand même, ils estiment que la meilleure façon pour les États-Unis d'exister, c'est de continuer à être dans la coopération avec le reste du monde, alors que les républicains, surtout sous Donald Trump, estiment que la meilleure façon de faire en sorte que l'Amérique existe et continuer à occuper sa place, c'est de se concentrer sur elle. Je reste avec vous pour ce qui est du continent africain. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Le continent africain a intérêt à commencer à réfléchir à d'autres alternatives en matière de coopération. C'est très important et je pense que un certain nombre d'États ont commencé par comprendre cela, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la dynamique géopolitique, géoéconomique et géostratégique. L'autre côté, les BRICS, de l'autre côté, les accords qui se signent un peu partout, les conflits en Afrique dont la plupart des grandes puissances en griffe ne s'occupent pas du tout, mais ils sont là pour les intérêts. Donc je pense que c'est cela que l'Afrique doit attendre, et si d'aventure Kamala était élue, savoir comment capitaliser sur la coopération pour pouvoir réellement changer les choses. Avec elle, il y a plus de chances pour le continent africain. Oui, j'ai pas dit ça. Bon, disons que malgré tout, la loi était intervenue sur les républicains. Donc, il y a d'autres débats qui se mènent au niveau du Sénat et de la Chambre des représentants qui peuvent favoriser l'Afrique. Il y a les outrances de M. Trump, on ne peut pas lui retirer ça. Et je pense que la guerre qu'il voudrait bien mener, c'est la guerre contre la Chine. Et peut-être que là, il va réussir à mobiliser l'ensemble des États-Unis, qui ont toujours besoin d'un ennemi virtuel ou réel pour arriver au bout, à concrétiser le rêve de la grande Amérique. Et donc, il faut s'en fabriquer un. Et ce ne sera pas la Russie, Poutine est son allié pour d'autres besoins. Ce sera la Chine au plan de la menace économique. Et donc il y a des mesures concrètes qui avaient déjà été prises par même les démocrates. Donc il va poursuivre sur cette lancée-là de la grande Amérique. Et ça a l'avantage de la reconstruction économique, de la puissance économique et technologique des États-Unis. À partir de ça, il peut lâcher des choses par-ci, par-là. Et là, c'est un vœu, parce que nous ne sommes pas des électeurs américains. N'oublions pas, on a tendance à se projeter, à souhaiter le meilleur. Je me laisse un peu aller à ça, en espérant quand même que les États-Unis sont un peu moins cyniques et par rapport à des pays comme le Soudan, où ils ne sont pas moins impliqués avec les États-Unis, avec la Russie et la Chine. Tout le monde y est. Et voilà, au détriment de ces populations, même s'il y a beaucoup de pétrole, dont la Chine également voudrait
Et si on peut nous oublier de ce point de vue, ça serait pas mal. Et comme Étienne le MC, qui a quand même aidé à beaucoup de choses, concrètement pour le Bénin, c'est au moins l'autoroute Boycon-Dassa, et d'autres choses. Parfait. Merci beaucoup. Quelle sera l'issue de ce scrutin? On attend le 5 novembre pour le savoir. Mais avant que disent les sondages, nous savons que dans cette élection, on parle beaucoup de chiffres, de statistiques. Je suis tombé sur quelques-unes. Kamala Harris devance légèrement Donald Trump dans les sondages en termes d'intention de vote à l'élection présidentielle américaine de 2024. Il y a une carte interactive des élections présidentielles de 2024. La carte révèle que Donald Trump gagne du terrain dans plusieurs États clés, notamment en Géorgie, où il affiche des intentions de vote favorables. Justement, en revanche, Kamala Harris conserve du soutien dans des régions comme le Michigan et le Wisconsin, où elle reste en tête. Cette tendance électorale révèle une compétition à la Maison-Blanche plus que jamais incertaine. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée à l'élection présidentielle aux États-Unis. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le 5 novembre, nous vous proposons aussi une émission spéciale sur cette élection. On verra, selon la vie des uns et des autres, comment les choses ont évolué entre-temps. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.